On est là, on est chaud, on est en pleine forme. Le 307e épisode du Coup Tordu. Hyper content de vous retrouver pour parler vélo, pour parler cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Il y a des interviews, il y a des previews. On est présent sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les plateformes de podcast et également sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. On est aussi présent sur les réseaux sociaux. Vous êtes un petit peu plus de 9000 désormais sur TikTok, à nous suivre, 2500 sur Facebook, 2600 sur X, sur Twitter, 550 sur Instagram. C'est une grande et belle communauté, le Coup Tordu, et voilà, et désormais on fait des épisodes qui atteignent des scores à 4 chiffres. Donc je voulais vous remercier et je vous retrouve pour l'analyse et pour la preview de la 6e étape du Critérium du Dauphiné qui a lieu ce vendredi 13 juin 2025. Pour attaquer l'épisode, déjà rapidement, hier en fin d'émission, je vous ai dit qu'on lançait un nouveau podcast, enfin que j'allais filer un coup de main à Benoît Tréanton pour lancer son nouveau podcast qui s'appelle Dans la tête d'un parieur, un podcast entièrement consacré au betting, un podcast multisport. Alors on devait balancer l'épisode 0, je vous l'avais promis, après l'épisode d'hier. Il y a eu un souci technique, donc il n'y a pas d'épisode 0. Par contre, il y a un épisode 1 qui est consacré, pour ceux qui aiment le foot, qui est consacré à la Coupe du Monde des clubs de football. Cet épisode 1 du podcast Dans la tête d'un parieur est disponible sur Spotify, disponible sur la chaîne YouTube Dans la tête d'un parieur, qui est l'ancienne chaîne YouTube de Benoît Tréanton, la chaîne Parier Gagnant, est disponible également sur Substack. Et moi, je vous conseille d'aller cliquer sur Substack parce que ça vous permettra d'avoir tous les prochains épisodes directement dans votre boîte mail. Donc voilà, Substack, c'est un truc qui est pas encore très très connu en France, qui est très très pratique. Je dis pas qu'on va pas passer dessus d'ailleurs à un moment donné dans le Coup Tordu. Donc voilà, Substack, Dans la tête d'un parieur, disponible également sur Spotify et sur la chaîne YouTube Dans la tête d'un parieur, qui est aussi la chaîne YouTube de Parier Gagnant. On revient à ce qui nous concerne, à ce qui nous concerne, voilà, le vélo, le cyclisme, la 5e étape. Je vous avais donné la victoire de Jonathan Milan à 6,5. Alors déjà, je vais rappeler que jouer avec excès comporte des risques. Je vous ai mis d'ailleurs le numéro de téléphone de Joueur Info Service dans le lien de l'épisode. Faites du management de bankroll, faites pas n'importe quoi, on ne devient pas riche ni millionnaire avec les paris sportifs. Seule une toute petite fraction de joueurs réussissent à gagner. Les autres sont perdants, 98% de la population. Donc nous, on est là déjà pour essayer d'éviter de perdre et essayer de gagner, c'est encore mieux. Donc je vous avais donné la victoire de Milan à 6,5. Je vous avoue que jusqu'aux 200 derniers mètres, je me sentais plutôt bien. Voilà, j'étais plutôt safe. Je me disais bon, allez-y, on va rentrer une belle petite cote. Et puis bon, ça a coincé dans le sprint pour Jonathan Milan. Je pense que l'analyse était bonne. Au moment de lancer le sprint, la cote allait à 1,30, 1,25. Bon, voilà, je pense que la value était là. Je pense que quand on bat la value, quand on bat la closing, comme on dit, je pense que sur le long terme, on finit par être gagnant. Bon, ça a coincé dans le sprint pour Jonathan Milan. Voilà, ça passe pas, c'est un petit peu frustrant, mais l'analyse était là, je vais m'en tenir à ça. Et un petit mot quand même sur Jack Stewart, vous qui écoutez le Coup Tordu depuis le début, vous savez tout le bien que je pense de ce coureur que j'avais découvert, je crois que c'était sur le Tour du Limousin en 2020 ou en 2021, quand il était à la Conti de la Groupama. Il avait terminé 2e, et je trouve que ce mec a une grinta, un peu un côté au niveau de la grinta, un côté Mats Pedersen, un côté prêt à mourir sur le vélo. Alors on voit qu'il a fait évoluer ses qualités, sa première victoire professionnelle, c'était il y a 2 ans sur le Tour de l'Ain. C'était plutôt une étape, on va dire, pour puncher, une étape, on va dire, de sprint à fatiguer. Bon, c'était un petit peu le cas aussi aujourd'hui, même si c'est passé pour l'intégralité du peloton. En cette année 2025, il a fait littéralement évoluer son registre. Il a une bien meilleure pointe de vitesse. On l'a vu dès le début de l'année sur le Tour de Valence, où il avait été chercher une 2e place d'ailleurs, derrière Jonathan Milan. Et puis on l'a vu aussi sur les 4 jours de Dunkerque, comme dirait Cyril Guimard, le pouvoir, ça se demande pas, ça se prend. Il était largement au-dessus Pascal Ackermann. Ils lui ont demandé de faire le lead-out, mais on l'a vu sur les 2 sprints qu'il devait amener pour Ackermann. Il était bien meilleur que lui, il était au-dessus. Et là, Ackermann, qui a été se croûter aujourd'hui sur l'étape du Dauphiné, je sais pas quel est l'état de santé de Pascal Ackermann, évidemment, j'espère qu'il va bien. Ackermann et Stewart étaient tous les deux prévus sur le Tour de France, mais quand on va taper Jonathan Milan à la pédale, alors Jonathan Milan qui est en phase de préparation, moi je pense qu'on aura un autre Milan sur le Tour de France, je pense qu'il est en phase de surcompensation après le stage en altitude, mais Stewart, il n'y a pas photo. Je veux dire, bon, alors il y a l'histoire de son nouveau guidon bien évidemment, mais un guidon ça fait pas pédaler.
Donc pour moi, Stewart sera le sprinter titulaire des Israël sur le prochain Tour de France. Et j'ai été récupérer sa carte jaune sur Side Limit il y a quelques semaines à $80. Je pense que j'ai fait une très très bonne affaire. Ce sera mon sprinter titulaire sur le Tour de France. Et d'ailleurs, à ce propos, alors on fera un tirage au sort à la fin de l'épisode pour vous offrir une reward sur Side Limit. Je vous offrirai un coureur des Parcs Hôtels. Il s'appelle Maxime Douba, un jeune très très bon, voilà, un jeune prometteur, on va dire. C'est pas non plus un GOAT intergénérationnel, je vais pas vous raconter de la merde, mais voilà, du côté de cette équipe Parc Hôtel, il y a toujours des jeunes et des coureurs intéressants. Donc je vous offrirai la carte de Douba parmi toutes celles et tous ceux qui sont passés par notre code de parrainage pour s'inscrire sur Side Limit. Donc coup tordu 0 avec le chiffre 0. Donc sur Side Limit, un petit mot du marché actuellement. Je trouve que le marché des cartes jaunes est encore très très bas et très value. Et alors les cartes jaunes, pour ceux qui connaissent pas Side Limit, c'est les cartes uniques, donc celles qui sont censées être le plus cher. Et c'est Thomas qui le faisait remarquer à juste titre dans le Discord de Side Limit. C'est vrai qu'il y a moins d'utilité cette année d'avoir des cartes jaunes que l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, on utilisait ces cartes jaunes en Ligue 1 et il y avait une deuxième ligue qui s'appelait la Ligue Experte où on pouvait mettre un petit peu toutes les cartes qu'on voulait. Bon, la Ligue Experte a disparu, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour disputer des épreuves sur Side Limit, on a simplement besoin de 3 cartes jaunes, alors que l'année dernière, on pouvait en mettre jusqu'à 8. Donc, ce qui fait que les managers ont moins d'appétit cette année pour les cartes jaunes, pour les cartes uniques, vu qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de cartes uniques pour disputer les épreuves. Moi, je pense que ce système des cartes jaunes qui sont moins values qu'avant, je pense que c'est contre-productif pour les anciens managers qui ont des cartes jaunes finalement qu'on perdu de la valeur, où c'est très rare désormais d'avoir des cartes jaunes qui augmentent. Là, par exemple, il y a la carte de Pao Marty qui est partie juste avant que j'enregistre le podcast. C'est parti chez Loago, un nouveau manager de Side Limit. C'est parti à $81. Donc Pao Marty qui va être le leader de l'Académie d'Israël sur le prochain Giro Next Gen. Donc Pao Marty l'année dernière c'était $45. C'était parti chez Benoît, voilà, avec qui je fais le podcast dans la tête d'un parieur. L'année d'avant, c'est parti chez Boris à $23. Donc Boris, lui, il a les notes. Il a fait une affaire incroyable sur cette histoire-là. Je trouve que $81 pour ce coureur-là, je trouve que c'est encore plutôt bien donné. Moi, pourquoi je pense que c'est intéressant de s'intéresser aux cartes jaunes en cette année 2025 ? Dans le digital fantasy gaming, on l'a vu sur Sorare, quand Sorare marchait bien, je pense que la clé du jeu, c'est d'anticiper et c'est à contre-courant du marché. Et il est évident que ce système des cartes jaunes qui sont dévaluées, c'est contre-productif pour les anciens managers et c'est aussi avant tout contre-productif pour Valentin, donc pour l'équipe de Side Limit, parce que les cartes jaunes se vendent moins cher, et c'est aussi contre-productif pour les équipes présentes sur Side Limit, vu que c'est, je rappelle quand même qu'une partie, quand vous achetez une carte sur Side Limit, il y a une partie de cet argent qui revient directement aux équipes. C'est aussi en 2025 une manière nouvelle pour les équipes d'avoir des ressources. Jusqu'à présent, c'était uniquement et seulement le sponsoring et désormais, pour les équipes cyclistes, il y a aussi la possibilité de récupérer des ronds grâce à Side Limit. Donc moi, j'ai pas d'infos encore une fois. Voilà, Valentin, je lui envoie un petit message quand il y a un gagnant pour les tirages au sort avec le code de parrainage coup tordu 0. On n'a pas discuté de ça. J'ai pas plus d'infos que vous qui êtes à l'écoute du podcast et que tous les managers de Side Limit. Maintenant, Valentin, c'est quelqu'un de bon sens. Donc j'essaye de me mettre un petit peu dans la tête de Valentin. Et je me dis que ce système de 3 cartes jaunes utiles pour jouer et contre-productif pour quasiment tout le monde. Donc on sait que sur Side Limit, on va jouer sur ce mode de jeu jusqu'à la fin de l'année 2025, mais je suis convaincu qu'en 2026, ça va bouger et qu'il y aura une véritable prime aux managers qui auront anticipé ce mouvement et qui se seront ravitaillés sur l'année 2025 avec des cartes jaunes à des prix tabassés. En tout cas, à des prix en dessous du marché de 2024. Moi, c'est ce que je pense. Après, peut-être que je me plante. Je pense que en 2026, pour moi, la solution, c'est de passer sur la Ligue 1 en full jaune. Voilà. C'est-à-dire, non pas jouer avec 3 jaunes et 2 roses, mais jouer avec 5 jaunes. Je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de cartes pour pouvoir se le permettre, ou peut-être 4 jaunes et un rose pour avoir une petite transition. Donc les roses, c'est le deuxième stade des cartes sur Side Limit, alors que le marché des bleus et le marché des roses se comportent très très bien. C'est vraiment le marché des jaunes qui est un petit peu en retrait par rapport à l'année dernière. Après, évidemment, ça dépend des cartes. Et on va voir le Tour de France qui arrive. Et au passage, avant le Tour de France, il y a une belle épreuve qui est ouverte sur Side Limit, qui va débuter
ce week-end avec le Tour de Suisse, le Giro Next Gens, la Route d'Occitanie et le Tour de Belgique. Le but sera bien évidemment de constituer la meilleure équipe possible en tapant dans ces 4 courses. Le vainqueur de la Ligue 1 repart avec $70 et une carte rose 4 étoiles. Donc une carte rose 4 étoiles, potentiellement sur certaines cartes 4 étoiles roses, ça peut monter du Hirschi, ça peut monter à 250 balles, du Alain Philippe, ça peut aussi partir très très cher. Donc, potentiellement le vainqueur peut repartir avec une dotation entre 200 et 300 balles. Donc, ce qui est, voire un peu plus, ce qui est quand même très très bien. Je vous redonne notre parrainage, un coup tordu 0, avec le chiffre 0. On va analyser la 6e étape de ce critérium du Dauphiné. Et vous le savez, le coup tordu, c'est tous ensemble. C'est fait pour partager, c'est fait pour échanger. Vous retrouverez Enzo et Thibaut prochainement dans le podcast, mais ils sont toujours là. Leur esprit est toujours là parce que j'échange tous les jours avec eux. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la preview de Thibaut sur Vélo Futé et la preview d'Enzo également sur le site The Big Gear. Donc, vous connaissez le parcours de cette 6e étape du Dauphiné. On va aller du côté de Combloux, la fameuse étape où Jonas Vingegaard avait tout éclaté en 2023, c'était le fameux contre-la-montre, la fameuse côte de Domancy également qui a vu le titre de champion du monde de Bernard Hinault, c'était en 1980 ou 1981, bon là je vous avoue j'ai été trop petit, je m'en rappelle pas. Donc pour le scénario de la course, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Alors beau temps, chaleur, des petits risques d'orage quand même. Certains sites donnent des orages. Donc alors comme nous avait dit Morgan Nieto, qu'on avait reçu dans le podcast, un spécialiste de météo qu'on avait eu l'année dernière, le problème d'un orage c'est un peu comme une bulle dans une marmite. On sait à quel moment la première bulle va éclater, mais on sait pas quand ni à quel endroit. Donc donc il y a un petit risque d'orage, même si c'est pas le scénario privilégié. Donc GC Day, pourquoi GC Day ? Parce qu'à mon avis Pogačar et Vingegaard vont vouloir, je pense que l'un et l'autre pensent qu'ils peuvent qu'ils peuvent gagner tout simplement. Ils pensent qu'ils peuvent se la mettre l'un et l'autre. L'étape est assez courte, donc elle me paraît pas très compliquée à contrôler à la fois pour la Visma et à la fois pour les UAE, sans compter que du côté de, on a un petit peu la tradition du vélo du côté de la Soudal, du côté de l'équipe de Remco, donc on va aussi rouler bien évidemment en protection du maillot jaune. Donc pour moi, je suis quasi radical à 98-99%. Je peux me planter, mais pour moi ça sera un GC Day. Et on va revenir sur la presta de Remco de Tadej sur le contre-la-montre. Bon, on sait que visiblement le matériel c'était pas optimal, et moi je vous le dis, le coup tordu c'est tous ensemble. Ce podcast vraiment on le fait tous ensemble, vous tous qui êtes à l'écoute du coup tordu, ceux que je crois sur les réseaux sociaux, voilà, vous tous dans les voitures, à la maison, peut-être dans votre lit en train d'écouter cet épisode. Et il y a Yanis qui m'a laissé un message juste après le podcast d'hier et qui m'a demandé ce que je pensais d'un éventuel rebond métabolique de Tadej Pogačar. J'ai analysé le truc et je trouve que son idée, alors je vous le dis, peut-être que mon analyse est complètement foireuse, mais c'est pas grave, je l'analyse. Le podcast s'appelle Le Coup Tordu. Donc si on fait des tout droits, on s'appelle pas Le Coup Tordu. Donc je suis vraiment là pour essayer vraiment de trouver des théories, et de temps en temps elles seront fumeuses et parfois ces théories elles seront bonnes. Donc je vais partir sur la théorie du rebond métabolique. Qu'est-ce que c'est que le rebond métabolique ? Tout simplement, on sait que sur le contre-la-montre, on avait une étape qui n'était pas décisive. On sait aussi qu'on va avoir un week-end de dingue, globalement les efforts, les secondes qui ont été prises sur ce contre-la-montre, il est possible qu'elles ne soient pas forcément décisives à l'arrivée de ce Dauphiné dimanche soir. Donc qu'est-ce qu'a pu tenter Tadej sur ce contre-la-montre? Et puis c'est surtout que je le voyais beaucoup boire quand même sur un effort assez court. On le sentait un poil un peu rincé. Donc je pense que il a tenté ce qui s'appelle un rebond métabolique, à savoir arriver légèrement sous-chargé en glycogène. Ceux qui font des marathons le savent parfaitement. Quand vous préparez un marathon, la semaine avant le marathon, sur les de J-7 à J-3, on évite de s'alimenter en glucides. On prend des fruits, des légumes, et puis à partir de J-3, on recharge véritablement en riz, en pâtes. D'ailleurs, ça serait sympa un jour de faire un épisode spécial nutrition avec un nutritionniste, voire un petit peu un coureur qui pourrait nous expliquer un petit peu, est-ce que avant une classique aussi, je sais pas s'il court pas pendant une semaine, est-ce qu'il va avoir aussi tendance à se sous-charger en glycogène. Donc voilà, donc Tadej a pu arriver légèrement sous-chargé en glycogène sur une étape non prioritaire, donc pour chercher à créer un stress métabolique
contrôlée, donc qui pourrait provoquer une meilleure sensibilité à l'insuline, avoir ensuite une plus grande capacité de restockage en glycogène et donc arriver à une puissance maximale disponible 48 à 72 heures plus tard, à savoir sur les grosses étapes. Et pour moi, le timing est parfait. On se retrouve sur un chrono, donc ce mercredi, qui était intense mais pas décisif. Et donc vendredi et samedi, on se retrouve sur les étapes reines, justement où il peut bénéficier d'un rebond glycogénique. Voilà, 48 heures après le chrono. Donc en plus, Poggi, son vrai objectif c'est le Tour de France. Donc voilà, une perf un peu moyenne sur un chrono, ça peut aussi un petit peu désamorcer la pression. Il peut jouer, il a le luxe de pouvoir jouer avec sa condition. Il sait qu'il est très très fort. Et puis en plus, il est aussi entouré par un staff ultra pointu qui connaît parfaitement ses stratégies métaboliques et qui sait les manipuler. Donc je dis pas obligatoirement que c'est une des explications du chrono entre guillemets un petit peu moyen de Tadej, mais je pense que moi c'est encore une fois le fait qu'il ait une tête un peu bizarre. Certains se sont demandé s'il était pas en fringale. On n'est pas en fringale sur un contre-la-montre. Donc je pense qu'on a pu jouer aussi un tout petit peu avec ça, c'est-à-dire qu'il a pu arriver légèrement sous-alimenté pour ce contre-la-montre, refaire des stocks et voilà. Donc de toute façon la réponse on va l'avoir dans la côte de Domancy, on va l'avoir du côté de Combloux. Donc vous l'avez compris, pour moi ça sera la victoire de Tadej Pogačar. La cote à 1,90 et la bankroll ça sera 0,25. Il y aura du top 10 également. Il y a des coureurs qui m'intéressent énormément sur cette étape, mais vous l'avez compris, les top 10 je peux difficilement les balancer parce que les books les ouvrent 1 heure et demie avant le coup d'envoi de l'étape, et si je balance du top 10 maintenant, ça va tabasser les cotes pour demain matin. Donc on se retrouvera sur X, sur Twitter dans le cours de la matinée. Dès que les top 10 sortent, je vous enverrai au moins un top 10 parce que j'arrive à peu près à évaluer une cote d'un top 10 qui me semble particulièrement value. Et puis après cette théorie des rebonds glucidiques, je le redis, l'épisode, le podcast s'appelle Le Coup Tordu, donc faut vraiment qu'on soit fidèle à l'identité du podcast. Je vais lancer la roue. Voilà. Vous êtes passé par notre code de parrainage Coup Tordu 0 avec le chiffre 0. Je vous offre donc la carte de Duba, un jeune coureur des parcs hôtels. Allez, on lance tout ça. Maxime Duba a gagné sur Side Limit et c'est BK-TBK. Voilà, BK-TBK. J'ai fait la petite capture d'écran. BK-TBK qui repart avec la carte bleue de Duba sur Side Limit. Et comme BK-TBK, vous aussi passez par notre code de parrainage Coup Tordu 0 avec le chiffre 0 et on refera très très vite des tirages au sort pour vous offrir des cartes sur Side Limit. Je suis pas sûr à 100% de faire un podcast demain pour l'étape numéro 7. C'est pas sûr à 100%, je suis pas encore sûr, ni sûr de ce qui va se passer ce week-end, ni sûr de vous faire quelque chose pour le Tour de Suisse. Ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera pour le Tour de France, ça c'est sûr à 100%. On vous prépare plein de choses pour le Tour de France. Voilà, je pense qu'il y aura quand même des petites choses, encore ce week-end et pour le Tour de Suisse, mais je vous le garantis pas à 100%. N'oubliez pas de vous abonner au compte de Thibaut Chambre, Enzo alias Analyse Phoenix, son site The Big Gear, et puis tous les réseaux sociaux du Coup Tordu. On est présent sur les réseaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, présent également sur X, sur Twitter, le Coup Tordu. Allez, ciao les amis.